Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la France. Oui, c'est le grand sujet d'actualité, celui qui va nous occuper pendant encore plusieurs mois. Est-ce que la France est sur le déclin? Est-ce que ce déclin va continuer? Est-ce qu'on peut relancer l'économie française? Est-ce qu'on peut tout simplement sauver notre douce France, notre économie française qui a beaucoup souffert? C'est la question évidemment qu'on doit se poser aujourd'hui. On va essayer d'y répondre, bien entendu. Comment faire pour relancer l'économie française? Alors d'abord, bien sûr, pas de French bashing. C'est vrai que c'est facile de critiquer. Il faut aussi proposer. Et déjà, ne l'oublions pas, la France est un pays exceptionnel, on l'oublie trop souvent, de par bien sûr ses 67 millions d'habitants, un PIB qui certes n'est plus ce qu'il était, mais tout de même nous sommes toujours la 7e puissance mondiale, nous avons un positionnement géostratégique exceptionnel, des infrastructures routières, maritimes, aéroportuaires également de grande qualité, nous avons également donc des villes, des villages, là aussi d'une beauté formidable, des paysages, donc on ne peut pas dire que la France n'est pas l'un des plus beaux pays du monde, oui c'est certainement le cas, donc il ne faut pas s'appesantir. Alors le problème c'est que parfois ça peut jouer contre nous, on a tendance à s'endormir sur nos lauriers. Nous avons également une espérance de vie qui est très élevée, alors c'était bien sûr avant la pandémie, 85 ans pour une femme, 80 ans pour un homme, espérons que ça va revenir très rapidement, donc après les mauvais chiffres de 2020, et puis également un taux de fécondité qui certes est en baisse, mais c'est quand même l'un des meilleurs en Europe, 1,9 enfants par femme, et puis surtout la France est un pays qui est généreux, ne l'oublions pas, 32% du PIB ce sont des dépenses sociales, contre une moyenne de 20,5% de l'OCDE, alors est-ce que c'est pas trop, est-ce qu'on peut pas améliorer, mais il ne faut pas oublier que si on n'avait pas ça, on aurait un taux de pauvreté, regardez bien, de l'ordre de 22%. Grâce à la redistribution, nous avons un taux de pauvreté de 14,1%. C'est beaucoup trop, bien sûr, mais on prend néanmoins conscience que cette redistribution fonctionne. Et puis, bien sûr, nous avons des champions dans de nombreux grands secteurs d'activité. J'en ai mis quelques-uns ici, bien sûr, l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, chantier naval, les industries agroalimentaires, le luxe, la pharmacie, le tourisme. Alors, ce sont des secteurs qui ont beaucoup souffert et qui vont encore continuer de souffrir malheureusement pendant donc cette reprise lente après la pandémie, mais néanmoins nous avons quand même des fleurons et donc l'économie française a de quoi redémarrer, il ne faut surtout pas l'oublier. Le problème c'est qu'il faut être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Et c'est vrai que le déclin de la France existe, le déclin de notre économie. Pour le montrer, on a simplement ici deux courbes qui représentent l'évolution. Donc la courbe rouge, c'est la croissance annuelle moyenne sur 10 ans en France, l'évolution de notre richesse en moyenne annuelle. Donc on commence dans les années 80, on voit qu'à l'époque on avait 3,6% de croissance par an, donc c'était évidemment une dynamique assez puissante, et ensuite malheureusement plus le temps passe, plus cette croissance s'est effondrée. Cette croissance normale, regardez, aujourd'hui on est sous les 1%, alors bien sûr il y a un effet pandémie, mais néanmoins même avant on était sur un niveau de 1% de croissance structurelle, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de notre économie. Ça évidemment c'est largement insuffisant, et moyennant quoi, à cause de cette croissance moindre, malheureusement, eh bien, nous avons, regardez la courbe bleue, la baisse, évidemment, du poids de la France dans le PIB mondial, hors inflation, dans ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat. Vous voyez, c'était presque 4,5% en 1980. Aujourd'hui, on est à peu près à 2,3%, et ça va encore malheureusement baisser. Selon le FMI, on sera à peu près à 2% en 2025. Donc, c'est vrai qu'on a une marge du monde qui est autour des 3,5% de croissance par an. Sinon, évidemment, on fait 0,9% par an. On comprend que nous sommes en recul. Donc ce déclin existe, et parallèlement, je vous ai fait ici une petite courbe qui représente justement, et ça c'est peut-être le plus important, le niveau de la France par rapport à ce qu'on appelle le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse qu'on crée par rapport au nombre d'habitants. Et donc regardez bien, on voit bien le déclin des années 80. Donc on commence l'histoire ici en 1980. À l'époque, donc la France, regardez, en termes de PIB par habitant, était 12e de la planète. Mais là, on a évidemment une des conséquences de la politique des années Mitterrand, etc. Regardez, ça a été quasiment immédiat. En quelques années, eh bien, la France est passée du 12e rang au 19e rang, donc en termes de PIB par habitant, de richesse par habitant. Ensuite, évidemment, ça s'est un petit peu amélioré. On a essayé de faire des réformes dans la fin des années 80. Il y a eu également le contre-choc pétrolier, ça nous a aidé. Et puis malheureusement, depuis les années 90, ben là, ça ne s'est jamais pas arrêté, on va dire, ça n'était pas arrêté. Alors à part peut-être en 2008, effectivement, on a eu une petite amélioration, mais regardez ensuite, voilà, depuis, on va dire, la crise de 2009-2010, nous sommes sur un niveau, voyons, on est à peu près 24e, je dirais, mondiaux en termes de PIB par habitant. Alors je vous ai fait un petit tableau, on ne va pas avoir le temps de tout regarder, mais pour bien vous montrer, ce sont les chiffres du FMI, donc tout à fait officiels. En 2020, donc là, ce sont les PIB par habitant en dollars. Alors évidemment, quand on compare avec le dollar, mais comme c'est pour tous les pays, on
on peut là aussi comparer. Et donc on voit que le numéro 1, c'est bien sûr le Luxembourg, la Suisse, l'Irlande, voilà, etc. Les États-Unis sont 5e, et donc la France est bien, vous voyez, 24e avec à peu près un peu moins de 40 000 dollars par habitant. Donc c'est plus de 2 fois plus faible que ce qui se passe par exemple en Irlande. Alors, bien sûr, l'Irlande c'est un petit pays, hein, donc il y a beaucoup de richesses qui a été créée avec peu d'habitants, mais néanmoins on voit bien que la France est en train malheureusement de se déclasser. C'est ça le vrai danger. Donc est-ce qu'on va essayer bien entendu d'inverser la tendance? C'est ça le plus important. Alors c'est vrai que la pandémie n'a pas arrangé les choses, hein, on le voit. Donc là je vous ai mis la croissance française hors inflation bien sûr en moyenne annuelle. Donc on voit depuis les années 50, on n'a eu que 4 récessions, une en 1975, à l'époque le PIB avait baissé de 1%, en 93, moins 0,6%, moins 2,9% en 2009, et bien entendu en 2020, moins 8,2%. C'est une récession qui est historique, et ce qui est un petit peu douloureux à accepter, hein, et surtout à regarder, mais encore une fois, on se doit de dire la vérité, eh bien c'est que la France est le 4e pays développé, qui a connu la plus forte récession. Donc on a la plus forte récession en 2020, ça a été l'Espagne, moins 11%, mais d'ailleurs on pourrait se dire, bon, ils avaient un poids des dépenses publiques de 42%, donc ça n'a pas forcément aidé. Ensuite on a le Royaume-Uni, moins 9,9% de baisse du PIB, mais là aussi on peut dire, bon, comme ils avaient un poids des dépenses publiques de seulement 38,9%, bah, ils n'avaient pas de quoi réagir. Italie ensuite, numéro 3, moins 8,9%, avec un poids des dépenses publiques de 48,6%. Alors bien sûr, en 2020 ça a augmenté, et puis ensuite on arrive malheureusement à la France, j'ai envie de dire, moins 8,2% de baisse du PIB, donc c'est la 4e plus mauvaise performance des pays développés, hein, c'est tous les pays développés, la France est quand même 4e, c'est pas rien entre guillemets, mais surtout le problème c'est que nous avions de quoi nous défendre. Nous avions avant la crise 55,5% de dépenses publiques par rapport au PIB, chiffre du FMI, et malgré ça, nous avons, subi la plus forte récession, l'une des plus fortes récessions de la planète et également du monde développé. Alors évidemment en 2020 on voit que le poids des dépenses publiques est tombé, enfin il est remonté à 62,4%. C'est normal, hein, le PIB a fortement chuté, le dénominateur a chuté, alors que les dépenses publiques ont augmenté, on a compris maintenant, 62,4%, un niveau évidemment historique, un des niveaux les plus élevés du monde. Donc il y a ce paradoxe. Nous avons énormément de dépenses publiques, mais on a une récession très forte. En 2020, on a surtout une croissance très faible sur longue période. Si on reste sur 2020, on voit que par exemple en Allemagne, avec un poids de dépenses publiques de seulement 45% du PIB, ils ont fait seulement une baisse de moins 5,3% de leur PIB. C'est beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins que ce qu'on a observé en France. Et sur tous les pays développés, il n'y a que 2 pays qui ont eu de la croissance en 2020. L'Irlande et Taïwan. Alors évidemment c'est un modèle complètement différent, mais regardez avec quel poids des dépenses publiques, 24,5% en Irlande, 17,3% à Taïwan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de dépenses publiques qu'on est protégé. Ça c'est vraiment, je pense, la vraie déception, et surtout il faut regarder la réalité en face. On a souvent cru en France qu'en augmentant les dépenses publiques, on allait éviter les récessions, on allait éviter les crises, mais là non, là on a la preuve, hein, par la réalité tout simplement, qu'on peut avoir énormément de dépenses publiques, mais pourtant une récession dramatique. Donc c'est bien ça aujourd'hui le problème, c'est qu'il faut optimiser cette dépense publique. Ce n'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais de qualité de cette dépense publique. Donc c'est pourquoi il faut complètement repenser notre économie, sachant que évidemment cette récession s'est également traduite par du chômage. Alors bien sûr, le chômage a légèrement baissé. Quand on voit le chômage, ici la courbe bleue en France, de catégorie A, vous voyez on est autour des 8% de taux de chômage, mais évidemment c'est artificiel, parce qu'il y a beaucoup donc dans la catégorie A, c'est les chômeurs entre guillemets qui sont de qualité haute, entre guillemets. Ça veut dire que globalement, eh bien, ils ont fait des démarches actives, ils sont complètement disponibles, ils n'ont pas du tout travaillé. Ensuite, on a ce qu'on appelle le halo du chômage. Là, justement, on voit les personnes qui n'ont pas pu, se déclarer comme chômeurs. Et donc là, on monte à 14%. Et puis, si on regarde tous les chômeurs, même ceux qui ont fait du chômage partiel, justement, qui était un petit peu artificiel, là, on a un taux de chômage de 21%. C'est les chiffres de l'INSEE, hein, tout à fait officiels, 6,5 millions de personnes. Donc là, on se rend bien compte, hein, que cette pandémie a fait des dégâts et que notre chômage réel est particulièrement élevé, malgré énormément de dépenses publiques. Si on regarde maintenant le taux de chômage des jeunes, là aussi de catégorie A, donc malgré les ajustements statistiques, malgré toutes les aides qu'on a pu avoir, eh bien voilà, le taux de chômage des moins de
25 ans en France, il est supérieur, regardez cette courbe verte ici, à 19%, alors que dans la zone euro, on est à peu près à 17%, en Allemagne, on est à 6%. Donc ça veut bien dire, encore une fois, que notre économie française, elle souffre malgré pléthore de dépenses publiques, et donc il va falloir repenser encore une fois notre modèle de société. Le pire, c'est que ça, c'était pour 2020, mais on pourrait se dire, bon allez, en 2021, on y attendait beaucoup, d'ailleurs ça va s'améliorer, et bien malheureusement, ce n'est pas le cas. On a les tout derniers chiffres qui viennent de sortir. Donc avant le reconfinement, donc là c'est le chiffre du mois de février de la production industrielle, regardez, c'est reparti à la baisse. Donc déjà au 4e trimestre 2020, le PIB était reparti à la baisse, donc on est retombé en récession, et là au 1er trimestre, encore une fois, avant le reconfinement, eh bien on a une baisse très nette de la production industrielle, donc ce qui veut dire que là aussi notre activité globale, elle va reculer. Si on regarde le commerce extérieur, là aussi quand même grande déception, hein, vous voyez qu'on a encore fait au mois de février 5,3 milliards d'euros de déficit, c'est la courbe bleue ici, et quand on regarde en cumulé sur 12 mois, on est à quasiment 65 milliards d'euros de déficit, là aussi, vous voyez, c'est des niveaux particulièrement bas, parmi les plus élevés de notre histoire, donc ça montre bien qu'on a un problème, là aussi, je dirais, de compétitivité de nos produits, notre industrie, on a un petit peu sacrifié notre industrie malheureusement, nos entreprises sont compétitives, mais elles sont souvent à l'étranger, donc ce qui fait que notre économie française n'a pas été modernisée, l'économie française, c'est l'une des très rares qui n'a pas été modernisée ces dernières années, donc c'est pourquoi nous souffrons, et si encore justement en regardant les perspectives pour la suite des événements, donc là aussi encore le reconfinement n'a pas été intégré encore dans les enquêtes, c'est l'enquête du mois de mars des directeurs d'achat, donc c'est l'indice composite, c'est-à-dire tous secteurs confondus, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir, donc on connaît cette enquête, hein, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est le recul de l'activité, et là c'est quand même extrêmement triste. Alors bien sûr on a États-Unis, Allemagne qui vont très bien, c'est ça qui est complètement fou, alors peut-être qu'avec le reconfinement du mois de mars, l'Allemagne va peut-être un petit peu plus souffrir, mais pour l'instant, ça va plutôt bien. Alors que regardez, eh ben, les derniers, c'est pas compliqué. Alors nous avons le Brésil, on comprend pourquoi malheureusement, toujours le Japon et la France. La France qui est effectivement donc le dernier pays, je dirais, de la zone euro par exemple, et donc la France n'arrive toujours pas à redémarrer. Ça c'est encore une fois avant le reconfinement donc de la fin mars, et donc pour les enquêtes d'avril, on en reparlera prochainement, c'est sûr que ça va encore se détériorer. Donc tout ça pour dire que beaucoup attendaient justement un redémarrage, moi compris, hein, sur l'année 2021. Donc déjà le premier trimestre 2021, il n'y aura pas de redémarrage. Deuxième trimestre 2021, là aussi ça commence plutôt mal. Espérons qu'on sortira de ce reconfinement au plus vite, hein, courant du mois de mai vraisemblablement, mais le plus vite sera le mieux. Là on pourra effectivement respirer. Bien sûr il y aura un redémarrage, mais pour l'instant, comme on part de très bas, ça va être très compliqué de retrouver notre dynamique de croissance, de retrouver un niveau d'avant-crise, pas avant 2023. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très douloureux, sachant qu'en plus de cela, pour pallier à toutes ces contre-performances, eh bien nous avons un déficit public qui se creuse de façon énorme. Donc là, on a le déficit juste de l'État français sur 12 mois. Toujours au mois de février, regardez bien, on est à plus de 190 milliards d'euros de déficit. C'est du jamais vu, hein, vous voyez bien, même en 2009, c'est du jamais vu dans l'histoire de France. Là, c'est juste l'État. Après, on va rajouter évidemment les collectivités locales, les collectivités sociales. Et donc, on l'a vu l'an passé, on a eu un déficit public, c'est les bâtonnets bleus ici, de 9,2% de notre PIB. Et pour 2021, ce sont les chiffres du gouvernement. Vous voyez, j'ai même pas voulu faire d'autres chiffres. Et eux-mêmes tapent sur 9% de déficit public. C'est-à-dire que globalement, il n'y aura pas d'amélioration, donc que la dette publique va encore augmenter. On est à 116% du PIB, on va certainement se rapprocher des 125% assez rapidement cette année, donc pas de baisse de la dette publique. Donc bien sûr, pour l'instant, les taux d'intérêt sont bas, mais ils commencent à augmenter un petit peu, puis surtout, la Banque centrale européenne va commencer à réduire sa planche à billets à partir de septembre prochain et des élections allemandes, et c'est là où ça va être extrêmement douloureux pour l'économie française. Donc on voit bien que nous sommes aujourd'hui en danger, l'économie française effectivement est sur le déclin, va-t-on dire. Est-ce qu'on peut inverser la tendance? Oui, mais il faudra faire à ce moment-là des mesures de fond, il faudra complètement moderniser notre économie, et en commençant bien sûr par les impôts. Nous sommes numéro 1 mondiaux des impôts en termes de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, c'est les chiffres d'Eurostat. Évidemment, en 2019, on n'a pas encore 2020, mais on dit que ça va encore augmenter. Vous voyez, on est à 47% donc, de prélèvements obligatoires par rapport à notre PIB. Numéro 1 hein, de tous les pays, je dirais, de l'Europe, et également numéro 1 de la planète. Donc ça, pour montrer que nous avons aujourd'hui une pression fiscale qui est extrêmement forte. Donc c'est vrai que la tentation va être grande après la crise de vouloir dire, bah, on va payer tout ça en augmentant les impôts.
l'impôt. Certains pays peuvent le faire parce qu'ils ont très peu d'impôts. On en voit ici, bien sûr, l'Irlande, par exemple, voire un petit peu l'Espagne, l'Allemagne. Mais nous, malheureusement, on est déjà sur un niveau très élevé. Donc, on ne peut pas, il faut faire l'inverse. Il faut au contraire baisser la pression fiscale qui pèse sur les ménages, bien entendu, notamment les moins favorisés. Et puis aussi sur les entreprises. Ici, je vous ai mis donc ce poids des prélèvements obligatoires. Et on voit bien cette courbe incroyable depuis donc les années 60. Donc la pression fiscale à l'époque, vous voyez, c'était à peu près 31% de notre PIB. Là, donc, on est en train de remonter bien prochainement vers les 49-50%, certainement en 2020. Et en même temps, regardez, la croissance annuelle moyenne ne cesse de s'effondrer. On est à moins de 1% aujourd'hui. Donc, ça veut bien dire que plus on a augmenté les impôts, soi-disant pour résoudre les crises, pour éviter les déficits, plus on a cassé la croissance. Donc il faut arrêter de faire cette erreur stratégique, il faut inverser. Il faut effectivement aujourd'hui baisser massivement les impôts pour tous, bien entendu. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fera l'objet certainement d'une prochaine chronique, mais je vous ai mis 7 points clés, je pense, pour sauver la France. C'est ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. J'avais écrit un livre sur ce thème il y a quelques années. Donc premier point, baisser les impôts pour tous. Bien sûr, les ménages, les entreprises. Pour les ménages, la CSG, par exemple, pourrait être un vecteur de baisse d'impôts, parce que tout le monde la paye. Pour les entreprises, de l'impôt sur les sociétés, qu'on essaye de baisser, mais il faut évidemment aller beaucoup plus loin pour redonner de la compétitivité à nos entreprises. On ne va pas relocaliser comme ça si on a une pression fiscale qui est très élevée, qui est plus élevée que les autres. Donc là, bien entendu, ce qu'il faudra faire. Dans le même temps, il faudra optimiser la dépense publique. On l'a vu, il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de dépenses publiques, une récession historique, très peu de croissance. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Il faut repenser cette dépense publique. Bien sûr, il ne faut pas réduire les dépenses sociales. On a besoin de notre protection sociale. Mais par contre, il y a des dépenses qui ne servent pas à grand-chose, avec beaucoup de gaspillage, qu'on appelle le millefeuille administratif, où là, bien sûr, on devra enlever pas mal de couches. Et également, encore une fois, rendre efficace cette dépense publique, éviter les gaspillages, conditionner peut-être également certaines aides, et globalement, repenser le fonctionnement de la dépense publique. Arrêter de dépenser n'importe comment. On devra également réduire le coût du travail en abaissant les charges, bien sûr, qui pèsent sur les salaires, donc ça fera augmenter les salaires nets. Là, pendant cette reprise, on va avoir besoin de travailler davantage, donc les 35 heures dans tout ça, bah oui, ça s'impose pas, donc il faut abolir, entre guillemets, je dirais, la règle absolue de ces 35 heures, le caractère obligatoire de ces 35 heures doit être aboli. On doit avoir clairement un marché du travail qui soit plus flexible, plus fluide, pour réduire notamment le taux de chômage des jeunes. Bien sûr, on doit innover massivement, on l'a vu dans cette pandémie, on n'innove pas assez et pas de façon assez efficace. Le principe de précaution nous a fait également énormément de mal, donc là aussi il va falloir repenser tout ça, faciliter le fonctionnement de l'économie au travers de fonds d'investissement qui vont pouvoir justement soutenir notre économie et arrêter de voir nos entreprises aller à l'étranger pour trouver des financements. Ça aussi, ce n'est pas normal. Donc on a quand même beaucoup d'éléments positifs à mettre en place. Et puis dernier point, 7e point, développer la culture économique des Français. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ose dire que la France est un pays ultra-libéral, alors qu'on a 62% du PIB de dépenses publiques, on voit bien qu'on a un problème de culture économique. Donc ça aussi, il faudra complètement repenser cette culture économique. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment sur cette chaîne YouTube, mais également ailleurs. Mais c'est vrai que globalement, on a besoin de développer cette culture économique pour justement prendre à bras-le-corps tous les problèmes de notre économie et sauver notre douce France. Oui, j'y crois encore. Ne nous voilons pas la face. C'est vrai que la France est sur le déclin, mais nous pouvons, je dirais, la relancer. Nous pouvons sauver notre économie. Simplement, il faut que nous ayons des dirigeants qui soient à la hauteur de la situation et qui aient le courage de prendre les bonnes décisions et encore une fois, de faire une politique intelligente, une politique du bon sens. C'est ça le vrai enjeu. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les mois et les années à venir. Merci beaucoup, on y croit, portez-vous bien et à très bientôt.